béninois. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est M. Ndeki, Hugues Pascal. Je suis présent dans les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de LinkedIn. Certains déjà m'ont déjà retrouvé et contacté et ça fait plaisir. La formation d'aujourd'hui concerne l'entrepreneuriat numérique. Et l'entrepreneuriat numérique, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est différente d'entrepreneuriat classique. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous expliquer. Donc, la formation va se dérouler comme suit. Nous allons d'abord démarrer par la définition des concepts sur l'entrepreneuriat numérique, à savoir tout ce qui est les mots-clés, et puis les 9 blocs que compose l'entrepreneuriat numérique. Et enfin, nous allons essayer d'aller sur un exemple concret, un exemple d'entrepreneuriat numérique que les gens ont l'habitude de dérouler au niveau du Bénin, que ce soit à Cotonou ou bien à Porto-Novo. Ceci va vous permettre de mieux comprendre et de savoir pourquoi on parle d'entrepreneuriat numérique et non entrepreneuriat classique. Donc, l'entrepreneuriat classique, c'est cet entrepreneuriat génératrice de revenus. Exemple, quand il s'agit des projets liés à l'agriculture, l'aviculture, ainsi de suite, ou le commerce traditionnel de nos moments au marché, nous parlons d'entrepreneuriat classique. Maintenant, pourquoi l'entrepreneuriat numérique? Quand nous parlons d'entrepreneuriat numérique, il s'agit de cet entrepreneuriat où nous utilisons des outils numériques pour vendre un produit ou promouvoir un produit ou permettre à des gens vraiment de connaître l'existence de ce produit. C'est dans ce sens que nous parlons d'entrepreneuriat numérique. Donc, pour mieux expliquer cet entrepreneuriat numérique, on nous demande d'abord c'est quoi un modèle économique. Donc, pour mieux expliquer l'entrepreneuriat numérique, il faudrait connaître son utilité. L'utilité, c'est quoi? C'est d'avoir un modèle économique. C'est quoi un modèle économique? On nous dit aujourd'hui que le modèle économique décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. C'est-à-dire, dans quel but cette entreprise va générer des revenus. Et pour ce faire, vous êtes obligé d'utiliser certains outils pour mieux décrire les objectifs de votre entreprise. Et parmi ces outils, il faudrait connaître que c'est le business model Canava. Mais avant de parler du business model Canava, vous devrez vous poser certaines questions. Et parmi ces questions, il faudrait savoir déjà le produit ou le service que vous souhaitez proposer, à savoir la solution. Quel est l'avantage de cette solution par rapport à vos concurrents? Qui seront vos clients? Parce que quand on veut lancer quelque chose, il faudrait au préalable connaître les consommateurs, les clients. Est-ce que dans la zone où vous êtes, à Porto Novo, par exemple, est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés par votre produit? Est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés par votre solution? Quels sont les moyens que vous allez déployer pour pouvoir mettre cette solution en ligne? Et quelles sont les dépenses ou les recettes que votre solution va générer? Donc, pour bien débuter, c'est les questions qu'il faut poser. Et pour avoir toutes les réponses à ces questions, il y a un business model Canva qui vous est proposé. Donc, le business model Canva, par définition, c'est un petit document qui vous permet de mettre sur place votre modèle économique. Un modèle économique qui est un modèle qui va vous permettre de gagner de l'argent. Un business model Canva est différent du business plan. La plupart des étudiants connaissent le business plan, qui est un document, un grand document qui permet de lever de l'argent dans les banques, dans les microfinances, ainsi de suite. Mais là, le business model Canva, c'est un petit document succinct qui va vous permettre de gagner de l'argent, qui va vous décrire les process pour y arriver. Et c'est un document composé de 9 blocs. Dans ces 9 blocs, vous avez les partenaires clés. Avant de démarrer une activité ou une solution, il faut connaître les partenaires clés. Les partenaires clés peuvent être vos fournisseurs. Après les partenaires clés, il faudrait connaître l'activité clé. Je veux développer une solution, mais quelle sera l'activité
clé. Après l'activité clé, vous avez l'offre ou la proposition de valeur. Qu'est-ce que votre solution va apporter comme solution et que les autres, à savoir vos concurrents, n'ont pas réussi à développer au niveau de Porto Novo ou au niveau de Cotonou. Après la proposition de valeur, vous allez avoir les clients, à savoir les segments clientèle. Qui sont vos clients? Combien de types de clients vous allez avoir? Parce que vos clients vont se différencier. Les mêmes clients que vous pouvez avoir à Cotonou peuvent être différents des clients que vous pouvez avoir au niveau de Porto Novo. Donc, le périmètre clientèle peut changer. Après ces relations clientèle, ces segments clientèle, il vous faut entretenir les relations avec votre client. Quels sont les différents types de relations que vous allez avoir avec vos clients? En allant plus loin, vous avez les canaux de distribution. Quels sont les canaux que vous allez utiliser pour promouvoir votre solution, pour permettre aux résidents de Cotonou ou de Porto Novo de savoir qu'il y a une nouvelle solution numérique, exemple, ou application ou plateforme qui permet d'interconnecter les gens. Après les canaux de distribution, vous savez la structure des coûts. Aujourd'hui, quelles sont vos dépenses les plus élevées une fois que ce projet-là sera mis en place? Vous avez une idée, mais est-ce que vos coûts, vos dépenses, élevées que ce soit, vont permettre de mettre sur place votre projet, votre idée de projet? Et enfin, vous avez les revenus. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Est-ce que c'est par vente directe? Est-ce que c'est par abonnement mensuel ou semestriel? Tout ça, dans cette partie revenu, vous allez décrire comment est-ce que vous allez gagner de l'argent. Donc, sans plus tarder, avant de démarrer par les segments clientèle, je préfère que l'on commence par les partenaires ou les partenaires en quelque sorte, pour moi, que je considère comme l'élément le plus important. Avant de démarrer un projet, il faudrait avoir des partenaires clés. Et les partenaires clés, on nous dit le plus souvent, ça peut être nos fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est des gens avec qui nous allons collaborer ou des gens sur qui vous pouvez compter pour démarrer le projet. Nous allons prendre un exemple concret pour vous permettre de comprendre. Exemple, au Bénin, un étudiant peut mettre sur place une plateforme numérique qui va relier les producteurs agricoles aux acheteurs. Je vais réduire le périmètre. Nous pouvons dire à Porto Novo, on a un étudiant qui a décidé de créer une plateforme numérique pour interconnecter les producteurs agricoles et les acheteurs. Donc, en prenant cet exemple concret, si nous listons les partenaires clés, là, nous pouvons parler, par exemple, du ministère de l'Agriculture. Nous pouvons parler des coopératives agricoles, parce que c'est une solution numérique qu'il est en train de mettre sur place et qui va interconnecter tous ces gens-là. Donc, pour le côté partenariat, il aura besoin de partenaires de travailler en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. C'est des représentants de l'État. Les paysans ou les coopératives agricoles, les entreprises qui font la livraison, savoir la logistique. Il peut coopérer avec les banques ou les opérateurs de mobile money. Il peut collaborer même avec les incubateurs comme l'Envol au niveau de Cotonou ou certaines universités comme Abomey, Calavi. Ne serait-ce qu'un exemple patent. Après les partenaires clés, vous devrez être en mesure d'identifier les activités clés. Vous devrez être en mesure d'identifier les activités clés. Dans le cadre de l'exemple que je vous ai donné, en termes d'activités clés, quelle est la solution que vous allez déployer? Vous allez développer une application numérique. Ça, c'est des activités, la phase du développement de l'application, mais aussi trouver des producteurs agricoles, c'est des activités. Les acheteurs que vous allez identifier, assurer le support, mais aussi la mise en relation avec les utilisateurs, parce que nous parlons toujours d'une application numérique. Ça, c'est les activités clés.
Après les activités clés, la troisième partie que moi je considère, là, je vais plutôt à la proposition de valeur ou l'offre, en fait. La proposition de valeur ou l'offre, cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que cette partie va vous différencier des autres concurrents. Qu'est-ce que vous allez offrir au marché et que vos concurrents n'ont pas? Qu'est-ce que vous allez amener en termes d'innovation et que les autres n'ont pas? Et ça, vous allez montrer le côté innovateur. Par exemple, pour les producteurs, ça va leur permettre de vendre plus rapidement à travers l'application. Pour les clients, ça va leur permettre d'obtenir un meilleur prix. Pour les acheteurs, ça va leur permettre d'obtenir des produits frais, mais aussi des livraisons rapides et d'avoir la traçabilité. Donc, ce qu'il faudrait retenir dans cette partie de proposition de valeur, c'est ce que vous pouvez mettre sur place de mieux, de meilleur et qui va arranger tout le monde, à savoir les agriculteurs, les coopératives, mais aussi les clients, qui peuvent être les restaurants, les hôtels, ainsi de suite. Maintenant, en dehors de la proposition de valeur, là, nous allons aller sur la partie segment client. Les différents types de clients que vous allez avoir. C'est très important, déjà, de savoir quels sont les différents types de clients que vous allez avoir. Une fois que vos clients sont listés, là, vous allez pouvoir travailler en toute confiance avec eux. Et dans le cadre de notre plateforme agricole, nous allons hiérarchiser les clients. Les producteurs agricoles sont nos clients, les coopératives, les hôtels qui sont intéressés par des produits frais en passant par l'application pour commander sont différents types de clients. Vous avez les restaurants, les supermarchés et les particuliers. Donc, il faudrait segmenter ces clients et savoir le client numéro 1, les clients numéro 2, 3, 4 et 5. Une fois ces clients hiérarchisés, à savoir segmentés, c'est en ce moment-là que vous allez procéder à la partie relation client. Vous avez identifié les clients. Maintenant, quelle sera la relation que vous allez entretenir avec eux? Parce que la bonne relation avec les clients va permettre non seulement à votre plateforme d'être connue, fréquentée, mais aussi de voir le nombre d'abonnés à votre plateforme démultiplié. Et cela passe par une très bonne relation clientèle. Et dans le cadre de notre exemple de plateforme numérique agricole, nous pouvons prendre l'exemple de l'assistance WhatsApp. À chaque fois qu'un client a un problème, automatiquement, l'assistance client, l'assistance service WhatsApp est là pour répondre ou de notifier. Les avis des utilisateurs. Quand un client commande un produit, s'il y a des difficultés, la plateforme est là pour apporter des réponses, à savoir l'équipe assistance, 24 heures sur 24. Et un client satisfait et un client qui va revenir tout le temps. Donc, il faudrait une très bonne relation clientèle. Des retours après-vente. Un client qui commande un produit, ainsi de suite. Les responsables de la plateforme numérique peuvent appeler ces clients pour savoir est-ce qu'ils sont satisfaits de la commande qu'ils ont faite. Est-ce que les producteurs agricoles sont satisfaits de leurs produits vendus? Ces retours clientèle permettent de fidéliser la clientèle parce que ça va les marquer. Après la relation client, je fonce directement sur la partie ressources. Et pour la partie ressources, vous allez avoir 3 types de ressources. Vous avez les ressources humaines, vous avez les ressources matérielles, mais en même temps, vous avez les ressources financières. Les ressources humaines, ce sont les personnes avec qui vous allez collaborer dans le cadre de votre projet ou solution numérique.
Les ressources matérielles, c'est les équipements, les moyens que vous allez utiliser pour démarrer l'activité, les moyens techniques. Et les ressources financières, c'est là où vous allez obtenir de l'argent. Et pour les ressources financières, nous pouvons parler de tout ce qui est microfinance, banque. Si c'est des fonds propres ou des financements participatifs, vous allez être au courant aussi. Donc, dans cette partie, il faudrait lister l'ensemble des ressources et ceci va vous aider. Dans le cas de notre exercice, de notre exemple pratique, nous pouvons parler des livraisons. Par exemple, les ressources matérielles, nous pouvons parler de livraison. Nous pouvons parler un tout petit peu des ressources humaines qui vont collaborer avec vous. Ça peut être le développeur web, exemple. Ça peut être le comptable qui va s'occuper de tous les paiements. Ça peut être du responsable marketing qui va gérer la communication, la publicité. Le responsable logistique qui est là côté livraison. Donc, tout ça, c'est bon de les catégoriser et de les hiérarchiser. Donc, c'est ce que vous allez avoir dans la partie ressources humaines. Vous listez ressources matérielles, même si c'est le téléphone, l'ordinateur. Vous listez si c'est les moteurs de livraison. Vous listez ressources financières, si c'est une banque qui vous a prêté de l'argent. Vous listez si c'est le programme Mastercard qui vous a accompagné sous forme de subvention. Vous listez si c'est des microfinances qui vous ont accompagné à travers un financement. Vous le listez si c'est un financement participatif, à savoir vous avez un membre de votre famille qui est à l'étranger et qui veut travailler avec vous, collaborer avec vous, il décide d'envoyer de l'argent, par exemple 1 000 € ou 1 500 €, et vous avez l'idée en tête, et là vous collaborez, ça on l'appelle un financement participatif. C'est bon aussi de lister. Après les ressources, nous allons directement aller vers les canaux de distribution. Quand nous avons une solution, c'est bon de connaître les canaux de distribution. Les canaux de distribution permettent aux gens de connaître l'existence de la solution. Et aujourd'hui, avec l'impact du numérique, il y a beaucoup de canaux de distribution. En prenant le cas de notre exemple, cette plateforme numérique d'interconnexion d'agriculteurs, vous avez Facebook, à savoir les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez TikTok, vous avez les SMS. Il y a certaines personnes qui sont toujours fidèles à des systèmes de communication traditionnels comme les radios communautaires et autres. Mais dans le cadre du Bénin, nous voyons aussi que les gens utilisent beaucoup WhatsApp comme moyen de communication. Les gens utilisent beaucoup WhatsApp pour communiquer, vendre leurs produits. Donc aujourd'hui, quand on met sur pied une plateforme d'interconnexion agriculteurs et clients, le canal le mieux approprié peut être WhatsApp Web. WhatsApp Business, excusez-moi. Ça peut être TikTok. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après les canaux de distribution, là, nous allons vers les deux derniers blocs, à savoir les coûts, au fait. Quand on parle de coûts, on fait allusion à quoi? Quand on parle de coûts, on fait allusion à vos charges les plus élevées, à vos charges les plus lourdes. On peut avoir une idée de projet, mais être en difficulté de mettre ce projet. Pourquoi? Parce que l'argent que va nécessiter ce projet est beaucoup. Et en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas en mesure d'avoir un tel montant pour démarrer le projet. Ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment vérifier cette partie pour être en mesure de savoir vers la fin, est-ce que ce projet nécessitera beaucoup d'argent ou pas? Si c'est un projet qui ne nécessite pas beaucoup d'argent, vous pouvez démarrer le projet. Si le projet nécessite beaucoup d'argent, vous pouvez différer le projet jusqu'au jour où vous aurez de l'argent ou chercher un associé. Donc, quand on parle de coûts, c'est vos dépenses les plus élevées.
Et c'est bon de les lister. Si c'est la location qui figure, qui va prendre beaucoup d'argent, il faut le lister. Dans le cadre de notre exemple, de cette plateforme numérique, les coûts peuvent être le développement de l'application, il faut payer. Quand on développe une application, il faut payer. L'hébergement à lui-même en ligne, il faut payer. La publicité aussi, il faut payer. Les salaires. Exemple, pour un démarrage, vous avez 4 employés, chaque fin du mois, il faut les payer. Les salaires, c'est un coût. La maintenance du site, c'est de l'argent, il faut payer. L'Internet, 24 heures sur 24, pour le retour clientèle, ainsi de suite, il faut payer. Ne serait-ce que ça peut constituer des coûts élevés. Et dans cette rubrique coûts, c'est bon de lister vos dépenses les plus élevées, ainsi de suite. À la fin, ça va vous faciliter de savoir le coût total de vos dépenses. En les comparant avec la dernière rubrique, à savoir les revenus, à savoir les bénéfices que vous allez avoir à la fin du mois, vous allez être en mesure de savoir est-ce que réellement, en tant qu'étudiant, je peux démarrer le projet ou pas. Je peux démarrer l'activité ou pas. Quand on parle de revenus, il s'agit de rentrées d'argent. Il s'agit de toutes les rentrées d'argent qui seront générées par votre activité. Ça peut être des rentrées ponctuelles, tous les jours, ou fixes, par mois, pour des clients qui sont abonnés par mois, ainsi de suite. Et à chaque fois que vous avez ces genres d'activités ou business, la partie revenu est très importante. Et vous allez la diviser en 3 catégories. Les recettes qui entrent tous les jours, à savoir au quotidien. Les recettes qui vont entrer par semaine, peut-être c'est des abonnements de la part des restaurants. Ou les recettes qui vont entrer par mois, peut-être de la part des grands supermarchés, ainsi de suite. Donc, il faudrait lister cette catégorie. En vérifiant la partie coût élevé et la partie revenu, vous allez être en mesure de savoir si ce que vous gagnez est beaucoup plus élevé que vos dépenses. Partant de ça, vous allez pouvoir avoir une idée un tout petit peu de la faisabilité de votre projet ou pas. Pour rappel, le business model Canva va vous permettre en quelque sorte de vérifier la faisabilité de votre projet. À travers l'existence de ces 9 blocs de remplissage, vers la fin, vous allez être en mesure de savoir est-ce que réellement cette idée de projet que j'ai, bien qu'elle est pertinente, est-ce que ce projet est faisable? Est-ce qu'il nécessite beaucoup d'argent ou pas? S'il ne nécessite pas beaucoup d'argent et que c'est des petits montants en tant qu'étudiant, je peux le démarrer. S'il nécessite beaucoup d'argent, je peux le différer. Différer, c'est le renvoyer ultérieurement, jusqu'à ce que j'aurai beaucoup d'argent ou jusqu'à ce que j'ai un associé avec qui nous allons formaliser notre entreprise et démarrer le projet avec des parts, des cotisations. Maintenant, nous venons de voir les 9 blocs. Et là, je vous présente un exemple de business model Canva que vous avez vu, les partenaires clés qui sont là, les activités clés, l'offre ou proposition de valeur, la relation, avant même la relation segment-clientèle, la relation client, les différentes ressources que vous allez utiliser, les canaux de communication et enfin les coûts et les revenus. Donc, en grosso modo, c'était ce qu'il fallait savoir dans ce certificat en entrepreneuriat numérique. Là, vous avez quelques définitions déjà sur chaque partie pour vous faciliter la compréhension avec un exemple précis de l'installation d'une unité de transformation de mangue en pulpe. Vous avez un petit exemple de façon concrète qui va vous permettre de mieux connaître les différentes rubriques et de savoir à quoi ressemble un modèle économique et quels sont les 9 blocs que compose le business model Canva, comment vérifier la pertinence de notre idée en remplissant les 9 blocs. Donc, nous arrivons vers la fin
Et sans plus tarder, je pense que nous allons aller aux questions. J'ai déjà vu pas mal de questions. Ça va vous permettre de le poser. Ne vous en faites pas, vous aurez le document de la présentation de la part de l'équipe Force N. Vous aurez le document et ça va vous permettre de relire pour mieux comprendre, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux questions déjà. Là, je vois que nous sommes 122 personnes connectées. C'est plusieurs déjà. Et pour les questions, Madame Khadijatou, s'il y a des questions qui ont été posées très tôt, je pense que on peut ouvrir le micro. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser directement les questions. Ça va me permettre d'interagir. Celui qui veut prendre la parole peut ouvrir juste son micro et poser la question. Comme ça, je vais rebondir directement. Vous m'entendez? Allô, Madame Koudiatal? Oui, monsieur, S'il y a des gens qui veulent poser les questions, ils peuvent ouvrir leur micro directement. Nous sommes 126 à nous connecter. Oui, Comme c'est ça, possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à lever la main. Après, je vais mais activer. poser directement. Voilà. C'est Oui. plus simple pour éviter les messages. Si vous avez des questions, ouvrez le micro. Ah, les micros sont bloqués. Madame Koudiatal, ils disent que les micros sont bloqués. Est-ce qu'il y a possibilité? Oui, les micros sont bloqués. S'il y a une personne qui veut que j'utilise son micro, il a qu'à lever la main. Je vais faire ça par ordre. C'est-à-dire que je ne peux pas activer tous les micros. Voilà. Levez la main, on vous ouvre le micro et vous posez la question. C'est plus simple, comme ça nous allons interagir facilement. Parce que là, je vois, il y a 4 qui ont levé la main, 5, oui. Non, Voilà. je vais donner la main à levez la main autant que vous pouvez. Nous avons largement le temps. Voilà, levez la main. D'accord. OK, allez-y. C'est bon, il y a Stan F. C'est bien d'avoir plus d'énergie. Oui. D'accord. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Fitiel Astel. J'ai bien suivi la présentation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Concernant ce module spécifiquement, Oui. dans mon tableau de bord, moi, je n'ai pas le module tel que vous l'avez présenté. Et ça c'est une de mes préoccupations parce que ce que moi j'ai dans le module 3 BMC ici, par exemple, c'est éthique et qualité, risque légal et protection juridique. En fait, au niveau de mon tableau de bord. J'avais déjà remarqué la même chose au niveau du module 2, où au niveau du paysage, séquence de paysage économique, c'est le paysage économique sénégalais qui est présenté. Donc, il y avait ces petites nuances-là que j'ai remarquées, dont je voulais faire part en fait. OK, bon, je pense que je vais retourner la question à l'équipe Force N pour leur demander pour le business model Canva, quels documents concrètement ils ont partagé avec les étudiants du Bénin. Parce que quand on parle du business model Canva, c'est ce module qui est censé quand même être partagé à tous les étudiants. Parce que dans le business model Canva, ce qu'il faudrait savoir dans le certificat de l'entrepreneuriat numérique, c'est quoi? C'est déjà les définitions, mais aussi en même temps connaître l'intérêt du modèle économique. Pourquoi on parle du modèle économique? Mais aussi l'utilisation du business model Canva. Quelle est la différence entre les business plans classiques et le business model Canva? Les 9 blocs que compose le business model Canva. Et enfin, l'utilité même du démarrage du projet pour vérifier la faisabilité. Donc, c'est ce qui devrait se trouver dans un document pour expliquer aux étudiants l'importance du business model Canva. Maintenant, je ne sais pas, Madame Koudiatal, quel est le document qui a été envoyé aux étudiants? Madame Koudiatal, vous êtes là? Ici, il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous me recevez. Oui. C'est les mêmes documents que vous nous envoyez qu'on intègre directement au niveau de la plateforme. Maintenant, pour le Bénin, je n'ai pas encore vu les modules qui sont intégrés directement.
Oui, ce serait D'habitude, bien déjà. D'habitude, Voilà. c'est les mêmes que vous partagez. Ce Donc, serait je vais bien. remonter l'information pour voir exactement pour le business model Canva qui parle là, avec le modèle Super Sénégal. Je vais vérifier ça, après je vais voir exactement. Oui, parce qu'ils ont listé un premier module, je pense le module 1, comme étant le même problème aussi. Les documents qu'ils ont et la présentation de l'autre formateur sont différents. Et là, pour le BMC, c'est la même chose. Donc, ce serait bien que les modules soient harmonisés pour leur permettre une meilleure compréhension, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci pour ça. De toute façon, vous pouvez en même temps envoyer le fichier que vous avez partagé tantôt au niveau du chat pour qu'ils puissent avoir ça le temps que je vous montre l'information. Ok, je vais le faire tout de suite, pour ça, il n'y a pas de souci. Parce que je vois que la plupart des étudiants ont dit la même chose. Ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils ont est un peu différent de ce qu'on les a présenté. Donc, attendez-moi. Attendez-moi, je vérifie quelque chose et puis attendez. D'accord, c'est bon. Maintenant, voilà, je pourrais leur partager. Attends. Donc, je pense que Estelle, c'est bon pour ta question. Maintenant, je peux remonter. Oui, et concernant ça aussi, si c'est possible, vous pouvez vérifier aussi le QCM. Ça nous arrangerait parce qu'on a vu des documents où on avait des réponses dans le document, mais quand on vient au niveau du QCM, c'est pas du tout ça. On a eu ce problème-là aussi au niveau des QCM. D'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Merci. Maintenant, formateur, concernant le business model Canva, moi, j'ai une question précise. Est-ce que je fais l'étude de marché avant de rédiger mon business model ou c'est Monsieur Ndeki, excusez-moi, le fichier BMC que vous avez envoyé, vous l'avez envoyé qu'à moi. Il faut sélectionner tout le monde pour que les participants puissent voir exactement le fichier que vous avez partagé. Attends. Où est-ce que je dois... C'est tout le la monde, partie où on a mis hôte et panéliste. Il faut mettre tout le monde. Ok. Attendez. Là, c'est bon, tout le monde a reçu? Oui, là, c'est bon. Bon, j'aimerais que les étudiants, au moins, s'ils pouvaient... Parce que eux, c'est-à-dire que s'ils utilisent leur téléphone portable, il se peut qu'ils ne peuvent pas avoir le fichier. Normalement, le fichier s'affiche sûrement sur les machines. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur ordinateur. Voilà. Stein, je viens d'envoyer le fichier à tous les étudiants, déjà, pour harmoniser déjà. Oui, moi, j'ai reçu. Voilà, pour harmoniser. Maintenant, là, je vais rebondir à votre deuxième question. Après, vous allez laisser aux autres aussi le soin de poser. Allez-y, deuxième question, vous pouvez reprendre. Donc, je disais, quand je veux rédiger mon business model, est-ce que je fais d'abord mon étude de marché ou je commence par le business model? En fait, lequel vient avant l'autre? Vous pouvez commencer par le business model Canva. Il est plus souple. Et dans ce même business model Canva, vous avez une petite partie de l'étude de marché, en fait. Parce que vous avez les clients qui y figurent. Voilà. Parce que c'est de la collecte d'informations aussi. Voilà. C'est les informations qu'on allait entrer. C'est pour ça que j'ai posé la question. Vous avez la collecte d'informations avec les clients. Parce qu'un produit ou solution que vous allez développer, quelle est sa finalité? C'est être utilisé par les consommateurs. Si aujourd'hui, la solution que vous allez mettre sur place, vous ne savez pas si vos clients finaux seront intéressés par la solution, c'est risqué de la mettre. Deux, il faudrait vérifier, toujours en posant une petite étude de collecte, est-ce que la solution que vous voulez développer, il n'y a pas un concurrent qui l'a déjà développé. Au niveau de Porto Novo, je ne parle même pas de Cotonou, parce que c'est une sacrée distance, c'est deux grandes villes. Si le périmètre du projet de votre solution, c'est Cotonou, il faudrait voir au niveau de Cotonou, est-ce qu'il y a des concurrents? S'il y en a, est-ce qu'ils sont loin de vous ou éloignés? Comment marche leur solution? Si c'est du côté de Porto Novo, pareil aussi. Donc, il vous faudrait cette petite étude sous forme de collecte d'informations, mais qui va concerner plus la partie client. Parce que les clients ou utilisateurs sont les consommateurs finaux. C'est eux qui vont utiliser le produit. Et dans le cadre de l'exemple que j'ai donné sur la plateforme numérique de mise en relation entre agriculteurs et clients, il faudrait demander auprès des coopératives. Il faudrait interroger les hôtels, les restaurants, les grands supermarchés, ainsi de suite. Tout ça. Mais aussi le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'au sein du ministère de l'Agriculture, il n'y a pas des initiatives pareilles que l'État a mis en place
à travers des développements de solutions pour interconnecter ces parties prenantes. Ce serait bien de vérifier. Oui, vous devrez commencer par une petite étude sous forme de connect. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Stein, c'est bon, vous pouvez descendre et laisser la parole à d'autres. Madame Koudia, prenez une autre personne. Bon, une personne par question. Une personne par question, ce serait mieux comme ça, on peut toucher le maximum. J'ai vu beaucoup de questions sur le chat. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu le document. Est-ce qu'on peut les aider un peu? Oui, le document est envoyé sur le chat directement. Le document est envoyé directement sur la partie chat. Je vais encore la renvoyer pour être sûr que tout le monde l'a reçu. Je vais encore renvoyer. Là, je viens... Oui. Pour le document, je dis que s'il y a des personnes qui utilisent leur téléphone, c'est pas évident, oui, tu as raison. Ils ne peuvent pas voir le fichier. Voilà, je viens de renvoyer encore le document pour une deuxième fois. Voilà. Il y a Gabin qui est là, vous pouvez lui faire monter, madame. C'est bon, c'est bon. Gabin, tu peux activer ton micro, je vais te donner là. Gabin, allez-y. Monsieur Gabin? Oui, allô? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Vous me recevez? Très bien même. Ok, d'accord. D'abord, je dis un grand merci à vous pour cette belle opportunité. Moi, j'ai une seule question. J'ai une question au niveau de la faisabilité. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut voir si le projet est faisable. Oui. Faisable en termes de coût, bien en termes de solutions qu'on va apporter à un problème identifié dans la société. Je suppose que je suis au Bénin et je veux mettre en place une plateforme qui va relier, dans le FinTech, qui va relier les 8 pays, les 15 pays de la CEDEAO. D'accord? Mais je me suis rendu compte que sur le marché, le produit n'est pas encore... Les gens n'ont pas développé tout le produit dans son intégralité, mais il y a un aspect, il y a un aspect pris individuellement du projet qui a été développé peut-être par X ou bien par Y. Mais toi, quand tu veux vouloir mettre en place, peut-être que toi, ton projet embrasse plusieurs thématiques, plusieurs modules, c'est-à-dire plusieurs modules compacts en un, réunis en un. Maintenant, dans ce cas, comment faire? Est-ce qu'il faut aller ou bien est-ce qu'il faut laisser ce que les autres faisaient et toi, tu prends une partie, la partie qui n'est pas développée par les autres? Donc, dans ce cas, comment je peux faire? Merci. Merci beaucoup pour la question, Gabin. Elle est très pertinente. Là, vous allez directement mettre l'accent sur le point 3 des 9 blocs, à savoir la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous allez offrir de mieux que les autres n'ont pas offert? Si les autres ont développé une petite partie et que ce qu'ils ont laissé de côté est beaucoup plus important à tes yeux, mais aux yeux des consommateurs finaux, que vos concurrents, mais vous pouvez développer l'aspect qui reste en apportant beaucoup plus de solutions que eux, ce qu'ils ont fait, en fait. Si ça marche, là, vous allez vérifier le côté coût. Parce que si vous voudrez développer une solution qui va toucher les 8 pays de la CEDEAO, là, déjà, le périmètre du projet de votre solution est très grand. 8 pays, des millions de consommateurs, ce qui va nécessiter beaucoup de coûts financiers. Les coûts seront très, très élevés. Maintenant, pour un étudiant qui vient de démarrer, est-ce que financièrement, aujourd'hui, un projet qui va toucher 8 pays, est-ce que vous aurez ce budget? Première question. Deuxième question, est-ce que vous allez avoir les ressources humaines pour pouvoir coordonner dans les 8 pays? Vos concurrents, est-ce que vous allez avoir suffisamment de temps pour faire une étude de marché, faire une cartographie de tous vos concurrents dans les 8 pays? Ça, c'est à noter. Et après, est-ce qu'aujourd'hui, côté faisabilité, est-ce que ça va être simple pour vous de coordonner tout cet aspect pour les 8 pays? Si vous arrivez à obtenir ces réponses vers la fin, ne serait-ce que pour les coûts, vous devrez être en mesure de savoir est-ce que ce projet-là est faisable ou pas. Le projet peut être faisable parce que l'idée est pertinente. Beaucoup de concurrents n'ont pas développé cette solution que vous voudrez mettre, ou bien ils ont développé une petite partie, vous l'avez dit.
Mais vous pouvez développer d'autres prototypes qui vont révolutionner la solution. Dans ce cas, l'idée est faisable. Mais est-ce que le projet sera faisable? Non, le projet peut ne pas être faisable parce que les coûts sont élevés. Pourquoi les coûts sont élevés? Parce que le périmètre du projet ou de la solution est très grand. Ça englobe 8 pays. Or que pour un démarrage, pour un étudiant qui vient de démarrer, je vous invite à faire comme les pays anglophones. Commencez par un prototype, commencez par une petite ville ou une grande ville comme Porto Novo, vous vous limitez là-bas ou bien Cotonou. Quand ça va marcher au bout de 2 ans, 3 ans, là, vous pouvez commencer à faire de l'extension. On parle de l'extension quand on quitte un point A à un point B. Vous quittez le Bénin pour venir en Côte d'Ivoire, pays frontalier, pour tester. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que je vous conseille, en fait. OK. Monsieur, mais oui, je comprends parfaitement ce que vous avez dit. Maintenant, quelqu'un qui est dans un environnement où le domaine dans lequel il veut innover, c'est-à-dire entreprendre de façon numérique, c'est un domaine très, très sensible. Je prends l'exemple des institutions financières, les banques et les maisons d'assurance, et voilà, les sociétés, les bailleurs de fonds qui veulent financer les entreprises qui sont en besoin de financement, et ainsi de suite. Donc, ceux-là, bon, je prends particulièrement le cas des banques. Est-ce que les banques seront en mesure d'avoir la sensibilité des données? Oui. Est-ce qu'ils seront vraiment, voir que le projet est viable, le projet est faisable, est-ce qu'ils auront quand même, ils seront quand même en mesure de mettre en place, mais de mettre à ta disposition une base de données pour que tu puisses quand même l'intégrer à la solution pour pouvoir. Puisque là, c'est souvent ce problème-là que moi personnellement, et qui fait que je suis toujours là depuis des années. Bon, je sais pas, je tape toujours à des portes au plan national avant de voir s'il faut élargir ça au plan dans la sous-région, mais je n'arrive toujours pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé vraiment cette question-là. Mais est-ce que vous n'allez pas démarrer par les microfinances? Les banques sont plus lourdes. Les banques sont classiques et rigides, en fait. Okay. Est-ce que vous n'allez pas démarrer par les microfinances, les petites structures financières? Je n'avais pas vu cet aspect-là. Exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de microfinances. Oui. Au Sénégal, il y a beaucoup de microfinances. Au Togo, il y a beaucoup de microfinances. Aujourd'hui, la majeure partie des microfinances constitue une solution de contournement pour les banques classiques. Les banques sont toujours classiques. Ils sont toujours rigides. Aujourd'hui, vous avez besoin de bases de données. Une banque ne va pas vous faciliter la tâche. Vous mettez sur place une solution numérique pour interconnecter les clients dans leur transfert d'argent et trucs. Vous pouvez vous rencontrer à 2 niveaux de blocage. 1, au niveau des banques. 2, au niveau de l'État lui-même. Parce qu'il y a le secteur de la réglementation qui va intervenir. On ne peut pas permettre à toute personne de développer une application où les gens vont faire passer de l'argent de gauche à droite. L'État est regardant. Le ministère de l'économie et des finances est regardant. Je ne parle même pas des banques. Les deux là peuvent constituer des blocages. Mais s'il s'agit des microfinances, de petites structures, d'épargne de financement à petit montant, là, ça peut passer. Par exemple. Aujourd'hui, Wave est là. Wave, vous allez le trouver en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Sénégal, dans certains pays. C'est une solution de contournement pour les banques. C'est une banque numérique qui fait par jour des millions et des millions de transferts d'argent. Ce qui n'est pas le cas de nos banques classiques qui sont en train de perdre du terrain. Ils ont tellement compris qu'ils sont en train de révolutionner eux-mêmes en voulant intégrer cette touche numérique. Même dans ton téléphone, tu as ta banque, tu restes chez toi, tu fais tes virements, c'est interconnecté. C'est bon, Gabin? Oui, c'est bon, monsieur, très bien. Je suis vraiment content. Merci. Voilà, maintenant, je vous renvoie de lire le document pour mieux comprendre encore. Comme ça, vous allez vous rapprocher de l'équipe de Force N. S'ils peuvent créer un groupe WhatsApp où vous pouvez poser des questions à jour. Sinon, je suis sur LinkedIn, disponible Hugues Pascal Ndeki. Je vais écrire mon nom en bas. Christophe, je suis disponible sur LinkedIn où je suis tout le temps, j'interagis tout le temps là-bas, et ainsi de suite. OK. Voilà. Une autre question, Madame, vous pouvez faire monter une autre personne.
Une autre personne, Madame Koudia? D'accord, Il y a beaucoup de questions. Nicolas, oui. Autre question? Nicolas, c'est bon. Nicolas, vous pouvez poser? Bonsoir, monsieur le formateur. Bonsoir, Nicolas. Oui, c'est un plaisir pour moi et merci pour la présentation. Je vous en prie. Allez-y, Nicolas. Nicolas, on ne vous entend pas. Allô? Oui, là c'est bon, Nicolas, allez-y. Est-ce qu'avec le business modèle Caneva, là, on peut lever des fonds aussi? C'est ma préoccupation. Là, je vais répondre à votre question à deux niveaux. Avec le business model Canva, oui, on peut lever des fonds, mais à une échelle réduite. Par exemple, dans les petites microfinances, on peut lever les fonds si le document est bien rempli. Maintenant, quand il s'agit de très grands montants, là, vous allez utiliser le business plan pour faire, vous allez utiliser le BMC pour faire le business plan. Le business plan, c'est ce que l'on demande le plus souvent dans les banques pour de gros montants. C'est ce qu'on demande le plus souvent dans les levées de fonds, et ainsi de suite. Mais à savoir le business plan, le business model Canva, vous pouvez avoir des subventions. Si c'est des subventions de Mastercard, un business model Canva plutôt, BMC bien rempli, peut vous permettre d'obtenir quelque chose. Si c'est un concours à projet, un business model Canva bien rempli peut vous permettre d'obtenir de l'argent. Mais les gros montants, là, c'est le business plan qui sera demandé. Voilà. Le business model Canva, c'est une petite partie du business plan. Mais il est beaucoup plus synthétique. Ça permet d'avoir un plan d'affaires qui permet de vérifier la viabilité de l'entreprise, ainsi de suite. Voilà. C'est bon, Nicolas? Oui, c'est bon. Super. Suivant. Oui, monsieur Thierry, on va vous envoyer le document par mail. Le groupe WhatsApp est là aussi. Si vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp, comme ça, vous allez recevoir les invitations. Madame Koudia, vous pouvez laisser monsieur Fanou Kofi monter. C'est bon. Fanou, tu peux activer ton micro. Monsieur Kofi, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis très content et je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Merci. Et voilà, ma question, c'est quel est le meilleur ordre pour remplir les 9 blocs du BMC et comment vérifier que les informations de chaque bloc sont cohérentes entre elles avant de considérer le BMC comme terminé? Merci beaucoup déjà. Il n'y a pas d'ordre pour remplir les 9 blocs. Il n'y a pas d'ordre. L'essentiel, c'est de tous les remplir. Mais à la fin, déjà, à travers les coûts et vos revenus, vous devrez être en mesure de savoir si ce projet-là est faisable ou pas. Si vous montez un projet de démarrage dont le budget dépasse 1 million, 5 ou 10 millions, or que vous n'êtes qu'un étudiant, c'est sûr que la faisabilité va poser problème ou ça va mettre du temps. Donc, choisissez des projets réalistes, des projets qui ne vous demandent pas beaucoup de ressources financières, des projets que vous pouvez développer tout en étant chez vous, dans votre maison, où vous n'avez pas besoin de location. Vous allez développer une application, par exemple, qui interconnecte, ou une application de voyage, un projet qui va réduire les dépenses, les grosses charges, un projet où vous n'aurez besoin que de 2 employés, peut-être vous et le livreur, ainsi de suite. Donc, pour moi, pour un démarrage, allez sur un projet simple, une idée simple, avec moindre de coûts et des revenus élevés. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est compris. Je vous en prie. Autre question? Il nous reste 9 minutes. Autre question?
N'oubliez pas d'intégrer le groupe WhatsApp aussi. Autre question? Bon, je pense que Mme Boudia, on a même dépassé les 40. Je pense qu'ils peuvent poser les questions au niveau du chat directement pour qu'on puisse répondre à plus de questions que... Merci de nous. D'accord, je vais prendre Sylvain. Sylvain, essayez de lever la main. Là, il y a beaucoup de mains qui sont levées. Rabaisse et lève encore la main pour que je puisse te voir. Sylvain, comment? D'accord, c'est bon. C'est bon, Sylvain. Tu peux activer ton micro. Maintenant, les autres, ils peuvent poser leurs questions au niveau du chat directement pour ne pas perdre de temps. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci à vous, monsieur. Merci pour la présentation. Merci, madame. Comment je vais dire, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a, dans la présentation, on s'est retrouvé complètement dedans avec, je vais dire, l'environnement béninois et avec les villes comme Bénin, comme autant pour moi, Porto-Novo et Cotonou qui sont citées et, je vais dire, l'expérience pratique qui a été donnée. Alors, ma question serait de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre business model et modèle économique? C'est la même chose. C'est juste des appellations. L'un, c'est en français, modèle économique, l'autre, c'est en anglais, business model. D'accord. C'est la même chose. D'accord. D'accord, super. Alors, donc, en fait, c'est juste cette nuance-là que je voulais faire à mon propre niveau. Merci beaucoup à vous. Maintenant, si je peux me permettre, c'est juste un petit apport par rapport, je vais dire, à la question de l'intervenant, de l'apprenant intervenant qui est allé sur, je vais dire, son projet ou bien un volet de son projet SaaS dans la FinTech. Alors, oui. Moi, oui. Alors, je peux me permettre, s'il vous plaît? Allez-y. D'accord. Alors, le PMC nous permet effectivement, hein, comme on l'a appris, on l'a confirmé, de savoir la viabilité du projet. La viabilité, il y a le volet financier, mais il y a également, au fait, le volet marché. Est-ce que le business qu'on veut mettre en place, est-ce que ce business, est-ce qu'il y a un besoin déjà pour ça? Et maintenant, pour amener une solution à ce besoin-là, qu'est-ce que cela va nous nécessiter? Et compte tenu au fait de cette balance, on décide ou pas, d'accord, d'évoluer. Maintenant, on n'a pas besoin forcément de créer au fait des SaaS pour, je vais dire, entreprendre, pour être entrepreneur numérique. Et ça, vous l'avez très bien dit, juste avec son téléphone et WhatsApp, par exemple, on peut déjà commencer l'entrepreneuriat numérique. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, le second avantage, c'est que même pour créer un SaaS, on n'a pas besoin, au fait, d'avoir une version, je vais dire, finalisée avant de teaser le marché. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le process les MVP, et arriver en fait, c'est dans le process de développement, on arrive à un MVP. Et le MVP, déjà, au fait, tient compte essentiellement de la fonctionnalité fondamentale que veut, en fait, dont l'objectif est de résoudre le problème identifié. Et l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire que quand on prend les pays francophones, Afrique francophone, je veux dire, on a plus ou moins, au fait, les mêmes sensibilités. Donc, si on a un projet qu'on a teasé, par exemple, je vais dire, au Bénin ou au Sénégal, la probabilité que, au fait, ce modèle-là réussisse, d'accord, je vais dire en Côte d'Ivoire, elle est assez forte. Donc, le numérique nous permet de pouvoir, je vais dire, compte tenu au fait de notre réalité francophone, de pouvoir, je vais dire, mettre en place des business qui sont scalables plus ou moins de la même manière dans les pays francophones. Mais attention, il faut, quand on est en train de vouloir faire de l'expansion, il faut vérifier s'il n'y a pas, en fait, un autre acteur, je vais dire, qui est plus implémenté sur le marché sur lequel on est en train d'aller.
Et là, on peut maintenant revenir, mettre en place intégrer d'autres fonctionnalités, intégrer d'autres approches, je vais dire, de pénétration de marché et intégrer au fait d'autres choses qui vont pouvoir nous permettre au fait d'aller sur ces marchés-là. Et pour finir, il faut comprendre déjà, dès le départ, quand on veut aller dans la fintech, au fait qu'il y a des domaines qui sont réglementés. C'est un peu comme si vous créez même une entreprise traditionnelle, quand bien même, au fait, ce n'est pas l'objet. Quand vous créez même une entreprise traditionnelle pour exercer des activités, on peut vous demander des autorisations compte tenu du domaine dans lequel vous voulez vous aventurer. Donc, alors, quand on prend la finance, qui est la fintech spécifiquement dont le monsieur a parlé, c'est normal. Il va dans n'importe quel pays au monde, la fintech est réglementée. La health tech, c'est-à-dire que la... Excusez-moi. Là, oui, on a une contrainte de temps, Sylvain. Il nous reste 3 minutes. Merci. On a beaucoup de 3 minutes. Je dois lancer la session. Normalement, je vais lancer à moins 10. J'ai partagé mon WhatsApp en bas pour les gens qui veulent poser des questions. Son numéro. Voilà, WhatsApp et LinkedIn pour les gens qui veulent poser des questions. Là, je répondrai pas de souci. De toute façon, on aura d'autres sessions aussi. Ne vous en faites pas. Inch'Allah. Voilà. D'accord, c'est ça. Là, je dois lancer une autre session et attendre comme ça. Là. Donc, il faut que j'arrête cette session pour pouvoir lancer l'autre session. Merci à tout le monde. Je reste disponible aussi. Merci beaucoup et c'est un plaisir. Au revoir. Vraiment, merci. Merci.